sommes avec Alexandre Douguine pour les non-alignés. Donc suite à la conférence que vous avez donnée l'autre jour à Paris, qu'est-ce que vous avez présenté donc le racisme au niveau géopolitique, en quoi le racisme concerne-t-il, on pourrait dire, les Européens de l'Ouest? Oui, absolument, parce que le racisme, c'est la vision du monde sur la base de la multipolarité, c'est le rejet de l'hégémonie américaine, c'est le refus de libéralisme comme la dictature des minorités qui veulent imposer leur gouvernement et leurs valeurs minoritaires aux majorités populaires. Donc c'est la lutte des peuples. Ce qu'on fait l'appel à l'Eurasie comme l'espace géographique, c'est donc, ça montre plutôt ce qu'on considère la Russie et l'expérience historique de la Russie impériale qui luttait contre les puissances occidentales, comme la Russie soviétique qui luttait contre le capitalisme occidental, comme en quelque sorte le point de départ. Donc, ce qui est l'alternative est possible. L'expérience de la Russie soviétique a montré que l'alternative par rapport au capitalisme libéral est possible historiquement. Et l'Empire russe a montré qu'on peut garder l'identité différente orthodoxe, chrétienne orientale, par rapport à une sorte de colonialisme occidental moderne ou autre. Donc finalement, c'est le racisme, c'est la vision du monde multipolaire, basée sur le rejet de l'universalisme, le libéralisme, et disons la modernité politique représentée par la dictature des élites. Finalement, si on considère ces points idéologiques centraux pour le racisme, on peut être eurasiste en Europe occidentale, dans l'Europe de l'Ouest, aussi bien que dans les autres parties du monde. Surtout si on considère que finalement l'Europe ce n'est que péninsula de l'Eurasie. Finalement aussi, ce qui est très important, c'est que les origines des peuples européens et l'origine des peuples touraniens de la Russie sont les mêmes. Majoritairement, ce sont les Indo-Européens. Et les Indo-Européens nomades, les Scythes, les Sarmates, étaient, comme les Goths, par exemple, de Crimée, étaient aux origines des États politiques de l'Europe, les barbares, fameux barbares, aussi bien que beaucoup plus dans le passé, même les gens qui étaient, disons, qui ont créé les grandes civilisations indo-européennes étaient aussi originaires des steppes russes. Finalement, on peut songer des ancêtres des Aryens védiques, par exemple, des ancêtres de la culture et politique iranienne, mais aussi bien peut-être des Grecs et des autres et des Latins. Je crois qu'on a passé commun entre nous et les gens de l'Europe, et si on fait l'appel à ce passé-là, on retrouve l'idée de l'unité eurasienne, indo-européenne, de la civilisation héroïque, sacrée, et qui n'a rien absolument à voir avec les valeurs libérales, les valeurs modernes ou post-modernes dans le sens de gauche. Et finalement, c'est en quelque sorte, on peut fonder là-dessus le projet de restauration commun, le projet de devenir meilleur. Alors, dans cet affrontement entre la thalassocratie et la tellurocratie, il y avait le géopoliticien Jordis von Lausen qui disait que en fait, cet axe
continental, il s'était déplacé. À une époque, c'était la France qui a représenté le combat contre les anglo-saxons, peut-être à l'époque de Napoléon. Puis c'est devenu l'Allemagne. Il a fallu 2 guerres mondiales d'une certaine manière pour vaincre les Allemands. Maintenant, donc finalement, c'est la Russie. Est-ce qu'on peut y voir aussi un symbole métaphysique un retour un peu à l'origine, c'est-à-dire on revient au départ de l'histoire, c'est-à-dire là où l'histoire a commencé, là où les Indo-Européens étaient unis et où se sont séparés, et finalement pour la dernière guerre en fait. Exactement, parce que à Heartland, la terre du milieu, la terre de cœur, était toujours Touran, même avant les Russes, avant les conquêtes de la Russe, de Kiev, de Moscou, etc., etc. Finalement, c'était en quelque sorte le berceau des Indo-Européens. C'est Spengler, dans son livre qui s'appelle L'éthique de l'homme, l'épique de l'homme, c'est le livre inachevé et qui a été publié d'une manière posthume récemment. Il affirme que les racines de la civilisation européenne vont dans le sens de Touran. Donc il était touranien. Et je crois que finalement c'est tout à fait juste ce que le centre de tellurocratie était toujours dans Touran, mais à partir dans le siècle, au début du XVIIIe siècle, c'était vraiment la France napoléonienne qui représentait la terre. Après ça, vers la seconde moitié du XIXe siècle, c'était l'Allemagne, exactement, qui représentait la terre, mais la Russie représentait la terre et tellurocratie toujours. C'est donc le retour de temps vers l'éternité, c'est donc le retour vers le source. Et je crois que finalement, la France, l'Allemagne et les autres pays européens possèdent aussi cette dimension terrestre tellurocratique. Donc, ce que Carl Schmitt a montré très clairement, c'est que finalement, l'identité de l'Europe, c'est l'identité romaine de Rome au sens géopolitique. Donc, que l'Europe, finalement, c'est l'entité tellurocratique. Et était toujours. Et finalement, la modernité, c'est en quelque sorte apostasie, c'est, disons, la perte de l'identité, parce que en s'engageant dans l'exploit maritime, l'Europe s'est perdue son identité en devenant en quelque sorte la puissance maritime après l'Angleterre, et donc après un certain moment, ce qui est le monde anglo-saxon était le synonyme de la thalassocratie, qui avant était représentée par la civilisation phénicienne, ou disons la position des Athènes dans la guerre de Péloponnèse, dans l'espace grec. Et je crois que finalement ce qui est très important, c'est le retour à l'identité continentale de la France, de l'Allemagne et de la Russie, essentiellement parce que la Russie toujours était la puissance tellurocratique. Mais l'Allemagne et la France n'étaient pas jamais, donc c'était le choix. Et je crois que c'est très important le choix de la France aujourd'hui, précisément la France, parce que si la France choisit l'identité continentale européenne, comme dans l'époque de De Gaulle, par exemple, ou dans les autres époques, la France va unir, disons, à joindre de côté des extrémités de l'Eurasie avec la Russie pour créer un ensemble tellurocratique. Et je crois que l'Allemagne va suivre immédiatement après ça. Donc, ce qui était le passé devra devenir le futur. Donc, c'est très important parce qu'au cercle de l'éternité, on doit joindre le début au fin et les extrémités pour créer la synthèse géopolitique. Et finalement, c'est la lutte contre l'hégémonie américaine qui unit la Russie, la France et l'Europe en tant que telle. On va dire les nationalistes français, souvent, certains vont dire, par exemple, il y a un géopoliticien qui est connu un peu en France, c'est Pierre Hillard.
Il va dire qu'on quitterait finalement, on risquerait de quitter une soumission pour une autre. C'est-à-dire en fait qu'on quitterait un empire, l'empire occidental, pour rejoindre un empire eurasiatique, mais nous on serait toujours dépendants de puissances qui sont au-dessus de nous. Alors est-ce que c'est ça? Il y a deux questions dans ça. Premièrement, on peut être d'accord, soyons d'accord avec cette vision. Est-ce que la domination américaine est satisfaisante? Est-ce qu'on est d'accord avec le rôle d'être esclave des États-Unis? Et si on a peur de changer le maître, disons, donc c'est peut-être l'option, parce que quand on regarde ce qui est Rimland en géopolitique, Rimland ne peut se disposer de lui-même. Rimland, c'est la liberté du choix, mais après le choix, quand on fait le choix, on n'est pas libre. On est libre de faire le choix, de prendre comme le maître ou la mer ou la terre, mais après, on n'est pas libre parce qu'on devient automatiquement la prolongation de la puissance maritime ou terrestre. Finalement, aujourd'hui, l'Europe est colonisée par la mer, c'est la prolongation de l'empire maritime anglo-saxon, et donc les rôles de maître et d'esclave sont très bien définis. L'Europe se trouve en esclavage et ne possède aucune liberté de se disposer d'elle-même. Finalement, il y a la manière de répartition, distribution des rôles esclaves et maîtres déjà définie, déjà en place. Donc, l'Europe est colonisée, c'est la province et colonie des États-Unis, du monde anglo-saxon, militairement, stratégiquement, politiquement, même économiquement. Donc, l'Europe n'est pas libre. Et donc, je crois que les gens qui ne sont pas d'accord avec cette forme de colonisation doivent théoriquement choisir la guerre pour la libération. Donc la libération, c'est l'unique choix si on ne veut pas, disons, l'esclavage présent. D'autre côté, est-ce qu'on va changer, disons, être esclave des États-Unis, qui est le fait déjà, c'est l'esclavage et rien d'autre, contre le possible esclavage par rapport à la Russie. Si on considère les possibilités d'instaurer maintenant la maîtrise sur l'Europe occidentale, on se trouve dans le délire, parce que la Russie maintenant ne peut pas le faire. Peut-être on veut, on ne veut pas, on peut, disons, deviner, ce n'est pas clair, mais je puis vous assurer que la Russie n'a aucun désir de s'imposer sa maîtrise à l'Europe occidentale, aucun absolument, mais ce qui est très important, que la Russie n'a pas de moyens. Mais sauf ça, la Russie n'a pas de moyens, donc la lutte pour la libération de l'Europe de contrôle américain, c'est la lutte pour l'indépendance et pour la liberté pure, parce que l'autre puissance possible qui pourrait théoriquement instaurer, disons, la forme de la maîtrise alternative n'est pas en état et ne sera longtemps en état de le faire. Finalement, donc, l'analyse reality check, l'analyse réaliste, pragmatique des rapports de force montre qu'il y a l'esclavage concret, actuel, contre l'esclavage impossible, improbable, qui n'a pas de base suffisante pour être réalisé à long terme même. Donc à court terme c'est exclu, à moyen terme c'est très très peu probable, presque improbable, à long terme aussi bien. Donc quand on applique cette reality check, on voit que la peur de sortir de la maîtrise américaine et être soumis à la maîtrise russe est tout à fait abstrait. Ça représente
pour la forme de la propagande, pour que les gens de l'Europe maintiennent le statu quo et de la peur devant le danger inexistant accepteraient, disons, l'esclavage actuel. Finalement, je crois que les gens qui aimaient tel jugement sont, à vrai dire, les propagandistes du système américain. Ils sont proprement les représentants du réseau libéraux et américains qui proprement insistent et affirment l'esclavage de l'Europe. Donc, ils travaillent pour la puissance qui est intéressée de garder la situation. D'autre côté, encore une fois, par exemple, l'Europe, qu'est-ce que représente la Russie pour l'Europe? C'est la société plus traditionnelle qu'en Europe, moins modernisée, moins libérale, plus liée aux valeurs, disons, traditionnelles, plus aux sociétés traditionnelles. Donc, si on, purement théoriquement, va choisir la Russie, la puissance comme la puissance continentale, comme l'exemple à suivre, ça sera tradition, le sacré, la justice sociale, au moins théoriquement comme l'exemple de l'Union soviétique, et bien quelques alternatives par rapport à libéralisme. Finalement, on peut le choisir. Je crois que même si la Russie aurait la possibilité de proposer la forme, disons, de pouvoir sur l'Europe, je crois que choisir la Russie peut-être sera en faveur, disons, ça ne sera pas le choix nécessairement négatif. Peut-être, même si la Russie n'a pas les moyens de le garantir. Donc finalement, je ne crois pas qu'il faut, de debout, écarter les possibilités de choisir l'orientation russe, comme Jean Thiriard a dit, l'empire euro-soviétique de Vladivostok jusqu'à Dublin. Je ne crois pas que c'est réalisable et viable, mais finalement, ce n'est pas tellement mauvais. Si on considère quelle est la différence entre l'Europe et la Russie, c'est que la modernité est plus avancée ici, et la tradition est plus conservée chez nous. Bon, si on ne veut plus, disons, si on veut garder la famille contre la destruction de la famille totale par l'État et par la société, dans la société actuellement européenne, on doit prier Poutine de venir avec avec les armes, les troupes russes, pour garder les familles, pour garder les valeurs traditionnelles, pour garder les communautés, pour garder les langues et la culture, pour garder le sacré. On devrait inviter Poutine au nom du sacré et être complètement joyeux d'être sous le contrôle des Russes, parce que ça sera être, encore une fois, dans le retour vers le sacré, vers les racines. Donc, on échange l'esclavage libéral qui détruit l'identité pour possible maîtrise impériale qui défend le sacré. Je crois que on peut penser. Ce n'est pas tellement évident qu'on est obligé d'écarter cette possibilité. Donc, on aurait aussi certaines raisons de le faire. Comme Nietzsche, Friedrich Nietzsche, disait qu'il préférerait l'Europe comme la Grèce sous le contrôle de la Russie, comme la Grèce était sous le contrôle de Rome. Donc, c'était le choix possible, acceptable pour l'élite européenne, pour l'élite. Presque quelque chose de semblable pensait Spengler, et aussi à Arthur Müller-Vandenbroek. Donc, il y avait Ostorientierung dans la relation conservatrice allemande. D'autre côté, la Russie, maintenant, et l'eurasisme, insiste sur le monde multipolaire, et non pas bipolaire. Donc, la lutte contre l'hégémonie américaine présuppose l'existence de pôles différents, par exemple le pôle eurasien, russe, le pôle européen,
continental, le pôle chinois, le pôle islamique, etc., etc. Finalement, notre lutte eurasiste, continentaliste des forces tellurocratiques, aujourd'hui, ce n'est pas pour la bipolarité, mais pour multipolarité. C'est donc, notre idée actuelle, c'est aider à l'Europe de se devenir européenne et non pas russe. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes très intéressés dans notre lutte pour la création de l'ordre multipolaire, avoir l'Europe non pas américaine, mais européenne, pour libérer l'Europe pour elle-même, au nom d'elle-même. Nous, notre slogan n'est pas l'Europe aux Russes, mais l'Europe aux Européens, précisément. Et c'est, disons, tout le projet sincère et, disons, bien élaboré de l'eurasisme. Donc, comme, la même chose comme Japon. En Japon, j'étais demandé si le Japon débarrasse théoriquement de tutelle américaine, si les Russes veulent faire le même comme de la part de la Russie. Et j'ai dit, vous n'avez pas compris rien dans l'eurasisme. L'eurasisme veut Japon japonais et non pas Japon russe. Donc votre lutte contre tutelle américaine, ça devra être mené au nom de vous-même et non au nom de nous. Donc la même chose exactement pour l'Europe. Donc je crois qu'il faut dénoncer les géopoliticiens qui affirment les choses comme ça, parce que c'est la propagande américaine, libérale, c'est en quelque sorte mariage gay. Celui qui affirme qu'il faut choisir entre les États-Unis et la Russie, c'est la même chose qu'affirmer qu'on est pour mariage gay, parce que tout ça rentre parfaitement dans la ligne de soumission imposée à l'Europe par les arguments différents, par les discours différents de la part des États-Unis et du monde anglo-saxon. Oui, oui. Mais c'est aussi parce que certains, ils disent la France, elle a le deuxième domaine maritime du monde, donc c'est une puissance qui est en fait équilibrée entre la terre et la mer, et en fait elle aurait pu être justement, mais effectivement en fait avec De Gaulle ça rejoignait ce que vous dites, mais certains ils restent dans un rêve un peu de la France seule qui arrive à s'émanciper toute seule des contradictions qui l'étouffent. Je ne crois pas que dans les conditions actuelles, c'est possible de se fermer pour quelques pays souverains sans l'appui des autres pays souverains. Donc je crois que l'Europe possède minimum de capacité de se fermer comme le pôle indépendant et non pas la France. Donc nous avons besoin de l'Europe unie, mais l'Europe européenne unie ou la France devra être le rôle, à mon avis, d'avant-garde, parce que c'est le pays plus européen. Donc, entre les autres pays européens, France est plus européenne que les autres. C'est l'Europe européenne, proprement dit, incarnée en France. Et je crois que, finalement, on peut accomplir la mission extraordinaire française, non pas simplement comme l'État souverain, mais comme l'État, l'avant-garde de l'humanité européenne, proprement dit, qui se réaffirme en tant que disons, comme civilisation. Donc c'est la mission, le destin de la France, non pas dans la France comme l'État-nation, mais dans, disons, la mission de la civilisation européenne. Donc pour restaurer la dimension profonde de cette civilisation et défendre cette civilisation contre les attaques, à mon avis, des autres civilisations, et surtout de la civilisation atlantiste, ou pseudo-civilisation atlantiste, anglo-saxonne, américaine. Alors, j'aimerais juste revenir sur une notion, pour les auditeurs, c'est la notion de Rimland, pour que je la comprenne bien. Le Rimland, c'est les verrous qui sont autour de l'Eurasie, pour maintenir l'Eurasie, enfin le containment, en fait, autour du Heartland, c'est bien ça. Donc en fait, la France, comme finalement le Japon, qui est de l'autre côté, sont dans la même situation. C'est pour ça que ce sont des pays vaincus, en fait. Absolument. Ils sont sous domination totale. En fait. Oui, c'est la notion qui a été introduite par Halford Mackinder, le fondateur de la géopolitique, qui exactement, ça décrit la zone qui va
à partir de l'Europe occidentale jusqu'à Extrême-Orient, et qui sert aux puissances maritimes de conserver, d'instaurer le contrôle sur Heartland, sur le territoire terrestre, sur la tellurocratie, mais en même temps, c'est la zone des civilisations avec double identité. Donc, par exemple, la Russie ne peut pas choisir l'identité. La Russie est destinée d'être la civilisation terrestre seulement comme le Touran, comme le Heartland. Disons, la civilisation maritime aussi est en quelque sorte destinée d'être ce qu'elle est. Et seulement les pays et les sociétés de Rimland peuvent choisir l'identité parce qu'ils possèdent double identité, l'identité double. Finalement, c'est très intéressant parce que ça veut dire que dans toutes les zones de Rimland peuvent coexister deux groupes géopolitiques. Les zones travaillant en faveur de tellurocratie, disons en faveur de la Russie, de Heartland, de l'eurasisme, de l'Allemagne, et les autres contre, en faveur des anglo-saxons. Et ce n'est pas seulement au niveau stratégique, mais aussi culturel, politique, économique, etc., etc. Par exemple, on peut considérer l'Iran, qui était le rang du Shah, il était atlantiste, le rang de Khomeini est tellurocratique. Aussi la Chine qui toujours joue sur les contradictions entre la terre et la mer, et l'histoire dramatique du Japon ont ouvert violemment par leur violence pour être intégrés dans la mer, etc., dans la mer. Et je crois que finalement c'est très important la décision de la société française aujourd'hui, parce que les Français peuvent choisir. Donc Rimland, quand on est Rimland, on a toujours la possibilité de choisir. Choisir orientation, choisir identité. Aujourd'hui, c'est bien évident, c'est l'identité maritime qui est dominante, mais je crois que tous ceux qui ne sont pas satisfaits doivent penser d'une manière avec toute la responsabilité sur changement de cette identité qui est toujours possible. Je crois que la grande manifestation comme MariageD, c'était proprement, on peut dire, la réunion, manifestation tellurocratique en quelque sorte, parce que c'est l'autre identité de la France qui était affirmée par le peuple malien, par les Français normaux, non par les représentants des partis politiques. C'est le peuple qui protestait contre le libéralisme anglo-saxon, contre l'idée de l'individu comme la mesure des choses. Finalement, c'était en quelque sorte le proteste populaire, et je crois que ça inspire vraiment, disons, l'espoir de possible changement de l'orientation de la France. Alors, est-ce qu'en Russie, on a conscience que finalement, nous, donc on est en guerre, et qu'on ne peut pas se libérer d'une certaine manière sans l'appui russe, mais en fait, c'est-à-dire, nous on est vaincus par le soft power américain depuis des années. Est-ce que maintenant il peut exister un soft power russe qui appuierait les dissidents d'ici pour faire des révolutions orange à l'envers, comme les Américains ils font tout le temps avec les dissidents des pays justement du Rimland et tout ça pour entourer la Russie? Je crois que finalement, il est plus correct, à mon avis, de parler non pas de la soft power russe, mais de soft power eurasiste. Donc, il ne s'agit pas seulement des intérêts de la Russie. Oui. La Russie, ce n'est que l'élément de la chaîne eurasiste. C'est quelque chose comme poumon extérieur pour la révolution eurasiste, rien de plus. Donc, si on a en faveur de réseaux eurasistes, ce n'est pas seulement en faveur de la Russie, mais on est en faveur du principe. Donc, la lutte pour la libération contre la domination et colonisation américano-libérale, ce n'est pas la lutte pour la Russie, c'est la lutte pour la France. Donc je crois que
nous devons élaborer soft power eurasiste ensemble. Ce n'est pas la question d'exportation de quelque chose créé par nous, parce que nous luttons non comme les Américains qui luttent pour leurs valeurs, pour l'imposition de leurs valeurs américaines. Ici, on impose sur vous les valeurs américaines créées par les Américains. Les valeurs russes sont pour nous, mais pour vous, ce sont les valeurs françaises et les valeurs européennes que vous devez développer vous-même avec notre aide. Et donc, je crois que ce qui nous devra unir, c'est le projet commun de retour vers l'avenir. Parce que l'avenir, on doit considérer d'une manière cyclique. Postmodernité doit joindre prémodernité. Et je crois que la fin de la modernité, ça veut dire aussi la fin du temps linéaire. Donc nous devrons créer, élaborer soft power eurasiste en unissant les efforts des non-conformistes européens, français, allemands, italiens, européens, asiatiques, latino-américains et russes dans l'horizon qui ne sera pas imposé de la part de la Russie, mais qui sera imposé à nous-mêmes par nous-mêmes. Donc si les Américains utilisent la stratégie coloniale et impérialiste, nous devons créer notre propre identité, réseau identitaire, non pas au sens de la défense seulement de quelques aspects culturels et de l'État-nation, mais l'identité au sens métaphysique, au sens platonicien, au sens géopolitique aussi. Donc je crois que les raisons, ce n'est pas la question, disons, de proposer soft power russe, mais créer ensemble une sorte de soft power commun, multipolaire. Soft power multipolaire, je crois que dans chaque pays, ou chaque région du monde, l'expression de ce soft power devra être différente parce qu'il s'agit de le rejet est commun, mais l'affirmation doit être différente parce que en rejetant l'hégémonie américaine, la Russie veut affirmer l'une chose et la France autre chose. Mais ce qui nous unit, c'est le rejet commun pour les affirmations différentes. Dans ça, on peut conserver et réaffirmer les différences dans le monde, dans les cultures, cette pluralité des valeurs qui importe finalement plus de plus. D'accord. Est-ce que les dirigeants russes sont eurasistes ou est-ce qu'ils ont conscience de ce genre d'idée ou bien ils voient que la Russie Je crois que finalement, ce qui maintenant se passe en Russie, c'est le moment de la transition entre la position de certain réalisme qui n'en voit que les intérêts russes, donc réalisme au sens des relations internationales, oui. On peut dire nationalisme ou patriotisme russe de Poutine, vers le projet eurasiste. Donc, Poutine a commencé par défendre tout simplement la souveraineté de la Russie devant la pression hégémonique impérialiste américaine. Mais en développant cette stratégie, cette politique, il s'est heurté contre le système mondial, contre les réseaux mondiaux libéraux et globalistes, et non pas contre des pays précisément souverains. Donc finalement, il a compris peu à peu qu'on ne peut pas affirmer et défendre disons, souveraineté de la Russie dans le contexte de l'attaque globale. C'était le moment où il a déclaré la nécessité de la création de l'Union eurasienne. Donc finalement, c'était le point
de changement de perspective, parce qu'il a compris que la Russie ne peut pas garantir le statut, affirmer le statut de pôle dans le monde multipolaire sans intégration de l'espace post-soviétique. En même temps, il a bien compris dans le même moment qu'on ne peut pas accepter les valeurs libérales et tolérer les lobbies libéraux à l'intérieur de la Russie. Et il a commencé la campagne contre les réseaux et les groupes d'influence anglo-saxons, américains, atlantistes. Finalement, tout va en pair. Je ne crois pas que lui, maintenant, il est eurasiste convaincu, mais il s'approche de plus en plus à la vision eurasiste, donc il devient l'eurasiste. Il est en procès de devenir eurasiste de plus en plus, mais son évolution suit seulement cette ligne. Cette ligne parce qu'il a commencé comme le réaliste et finalement s'approche de plus en plus au l'eurasisme. Mais ce n'est pas encore le fait, parce que je crois que quand même il reste certaines distances. Par exemple, Poutine n'est pas tellement en faveur de la justice sociale. L'eurasisme se base sur la justice sociale. C'est vraiment la vision du monde à partir du peuple. L'eurasisme, c'est les intellectuels qui représentent le peuple réel, comme quelque chose, disons, on peut dire éternel, parce que le peuple existe dans les espaces de temps beaucoup plus grands que la vie humaine. Donc c'est quelque chose qui existe relativement toujours. Le peuple, en tant que identité historique, culturelle, spirituelle, et donc les eurasistes, ce sont les intellectuels qui représentent les peuples. Et le peuple, c'est toujours justice sociale. Je crois que finalement, peu à peu, Poutine va comprendre la nécessité aussi de cette politique, mais il y a beaucoup de choses positives chez lui. Ici, on le compare avec les autres chefs d'État européens et des autres pays. Je crois qu'il est simplement meilleur. Donc, si on le juge par rapport à ce qu'il devrait faire, on trouve immédiatement beaucoup des défauts, beaucoup des erreurs qu'elle a commis, mais finalement la comparaison avec n'importe quel chef d'État actuel européen montre immédiatement ce qu'il est plus sérieux, plus cohérent et plus européen. Je crois que c'est la raison pour laquelle il est tellement détesté, parce que finalement c'est la jalousie. Il fait ce pour les Russes, ce que les chefs d'État européens devraient logiquement faire pour leur peuple. Est-ce que, alors maintenant on voit, enfin, pour nous Européens de l'Ouest, enfin, pour ma génération, on a grandi, on a vu que, enfin, chaque fois qu'il y avait une guerre que menait l'Empire contre un pays, il l'a gagnée en fait. Et là on commence à voir en Syrie qu'il y a un ralentissement. Il pensait abattre Bachar al-Assad rapidement, et en fait, avec l'appui de la Russie derrière, parce que finalement on pensait que c'est la Russie qui est visée vraiment indirectement, il y a un ralentissement de l'avancée de l'Empire. Qu'est-ce qui va se passer à partir de là? Est-ce qu'un jour on risque de rentrer en guerre ouverte avec la Russie? Est-ce qu'on peut avoir une troisième guerre mondiale? Ou même une quatrième guerre mondiale si on considère que la troisième guerre mondiale c'était la guerre froide? Je crois que c'est vraiment la question fondamentale, parce que ce qu'on voit en Syrie, Poutine considère Syrie comme la zone d'intérêt national russe, presque comme à ce titre de suite au Laprasie. Donc il considère ça comme disons, le territoire de l'influence russe. Et quand on attaque Bachar al-Assad, on attaque directement l'Iran et directement la Russie. Donc la suite, la logique est tout à fait claire à Moscou. Si Bachar al-Assad sera basculé, donc demain l'attaque à l'Iran suit, et finalement c'est l'éclatement de la Russie qui est visé. Donc je crois que c'est la lutte, disons finale en quelque sorte. Je crois que si chaque jour que Bachar al-Assad se tient, c'est chaque jour
l'Empire américain devient de plus en plus faible. S'ils ne peuvent pas, s'ils ne pourront pas bouleverser Bachar al-Assad encore un an, je crois que ça signifiera la fin de l'Empire américain parce qu'ils y auront dans le monde les autres centres de décision. Par exemple, Moscou, Beijing, Téhéran. Et je crois qu'on a toutes les raisons de soutenir Bachar al-Assad seulement parce que c'est, disons, le point de la résistance contre l'Empire américain et son hégémonie. Je crois finalement que peut-être ça va signifier la Troisième Guerre mondiale, au sens propre, mais on a eu déjà l'occasion de déclencher la guerre après notre après l'entrée de nos troupes en Ossétie du Sud. Parce que finalement, on a franchi la frontière entre la Russie et la zone d'influence américaine, directement américaine. Finalement, quand Saakashvili a agressé Tskhinoua, c'était en quelque sorte avec l'espoir de l'aide immédiate des Américains. Mais les Russes, Poutine a fait la décision de défendre à tout prix sur la menace de la guerre nucléaire. Donc finalement, on a déjà passé le moment. Et qu'est-ce qu'on a vu? Ce que les Américains ont accepté la balance des forces. Finalement, ils ne sont pas tellement forts. On a vu qu'ils ne sont pas tellement forts. Ici, Medvedev, qui jouait le rôle libéral, a trahi Kadhafi, et ici on a réussi à le bouleverser. Finalement, je crois qu'avec la Syrie, on voit que la position forte de Moscou empêche véritablement d'accomplir les projets, de réaliser les projets de l'Occident. Je crois que c'est leçon à tenir. Donc, il faut absolument soutenir Bachar al-Assad, même si on ne l'aime pas, ou on n'est pas partisan, disons, des Arabes ou des musulmans. Il faut le soutenir pour lutter stratégiquement, pour lutter contre l'hégémonie américaine. Je crois que finalement, l'Europe montre maintenant ce que dans certains cas, elle peut faire entendre sa voix. Par exemple, je crois que les protestations en faveur de l'Assad et contre les brutalités des salafis, des wahhabites là-bas, disons, cette campagne de la mensonge contre la Syrie doit être arrêtée. Je crois que il faut mobiliser, disons, tous les cadres qui luttent pour l'Europe européenne à l'appui de Bachar al-Assad. D'accord. Sur ça, vous aviez rencontré, en fait, il y a quelques années, Zbigniew Brzezinski. En fait, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qu'il était ressorti d'une telle discussion, en fait. Parce que c'est vraiment le pôle opposé, c'est vraiment le libéralisme, c'est lui, quoi. Enfin, toute la théorisation. Je crois que c'était une conversation assez intéressante, parce que j'ai demandé à Brzezinski, parce que il y avait le chéquier entre nous. J'ai demandé comment il considère le jeu des échecs, au sens les atlantistes racistes, lui et moi, parce que lui est représentant de géopolitique atlantiste, moi je suis le représentant de la géopolitique raciste. Il m'a répondu une chose assez étrange. Il m'a dit que jamais je ne considérais le jeu des échecs comme le jeu à deux personnes. Donc il conçoit les échecs comme les règles de conduite géopolitique où les personnes qui jouent pour les Blancs est lui-même
qui joue pour les Noirs. Il est habitué de ceux qui... la Russie est représentée par les occidentalistes, les libéraux. Finalement, c'est très facile de jouer quand lui-même, disons, son double se trouve à l'autre côté. Il n'est pas reconnu, moi, comme l'opposant, finalement. Il tente de considérer la Russie comme l'espace blanc à réorganiser par la volonté hégémonique unipolaire. Finalement, c'est en quelque sorte, à mon avis, le signe du racisme dans cette manière. On ne considère l'autre comme existant. L'autre, ce n'est pas existant. C'est le même, mais seulement le pire que le même. C'est, à mon avis, la manifestation plus claire de l'idéologie d'eux-mêmes, de laquelle parle Alain Debinois, idéologie d'eux-mêmes. Donc, quand il y a seulement Zbigniew Brzezinski, il y a seulement les États-Unis d'Amérique, et il y a les autres qui doivent suivre. Donc, qui ne peuvent pas jouer, qui ne sont pas les sujets, qui ne sont pas les personnes à dialoguer, mais qui sont les personnes à recevoir les autres. C'est, à mon avis, c'est l'essence de ce qu'on peut appeler impérialisme, colonialisme et racisme. J'ai voulu lui donner l'idée qu'on échange les visions eurasistes, atlantistes. Finalement, sa réponse était équivalente, qu'elle ne reconnaît pas l'existence de l'Eurasie comme le sujet, mais seulement comme l'objet de puissance maritime. Finalement, à mon avis, c'est extraordinaire. Le racisme, absolument, disons, dans la forme pure, dans la forme plus pure que possible. Donc, c'est la manière d'ignorer l'autre. Je crois que son geste-là, c'est le geste, c'est le libéralisme est rien. Donc, ce qui n'est pas libéral n'existe pas. Oui, ce qui n'est pas lui, il n'y a pas personne. Donc finalement, il n'a pas vu finalement. Notre rencontre, ce n'était pas la rencontre de deux personnages, mais c'était dans ses yeux, son rencontre avec, disons, la caricature, l'image et de lui-même finalement. Il ne pense pas, il ne pense pas qu'il existe l'autre finalement. Il m'a répondu, vous n'existez pas, monsieur Rugin, finalement. Vous n'êtes personne, c'est moi qui décide, c'est nous qui décidons. Donc, ce sont les États-Unis qui jouent, qui font le jeu des échecs. Est-ce que c'est pas aussi peut-être le signe d'une mystique qu'ont ces gens-là qui sont dans l'élite mondialiste, qu'en fait, eux, ils se considèrent des humains, parce qu'ils touchent au divin, quelque chose comme ça, et nous, on est un peu... on est des semi-humains, on est du bétail qu'il faut gérer un petit peu. Absolument, je crois que précisément c'est la manière très bien expliquée par John Hobson dans son livre Eurocentrisme dans la politique mondiale, en anglais, le livre récent que je recommande, parce que vraiment on considère l'Occident et la modernité comme la mesure des choses. Ce qui n'est pas occidental, c'est, disons, sous-humain. Ce qui n'est pas moderne, c'est le passé. Donc, le sous-humain n'est pas encore modernisé. Sont en quelque sorte les gens qu'on doit mener, les gens qu'on doit contrôler, les gens qu'on doit cultiver, et finalement, quels sont les gens avec les défauts. Et ils sont sous-humains. Donc je crois qu'il y a une certaine conscience de l'élite libérale atlantiste, ce qu'ils sont, la race divine en quelque sorte, entourée par disons par la bétail, les bétails européens, les bétails européens, les bétails russes, les bétails asiatiques, etc., qu'ils doivent mener vers, disons, le monde construit totalement par eux. Je crois que finalement c'est Orwell, c'est du côté libéral. On avait peur qu'Orwell va réaliser dans les pays communistes, et finalement 1984 d'Orwell s'est réalisé maintenant par
par ce qu'Alain Sorel appelle empire. Donc je crois que bienvenue à l'empire, à la vision totalement cynique, totalitaire de la dictature libérale globale. Pour finir cet entretien, j'aimerais juste aborder une notion, bon, c'est peut-être un peu vaste comme ça, mais c'est ce que vous avez spécifié sur le Dasein, sur en fait l'être là. Et est-ce que finalement le meilleure chose à opposer à l'Empire, c'est ça, c'est qu'en fait l'Empire c'est un tourbillon, enfin il nous emmène partout, le libéralisme en fait, il nous coupe du réel avec la technoscience, avec les distractions, les choses comme ça. Et en fait, donc c'est cette notion d'être au monde et d'être là. Et donc le Dasein, est-ce que vous pouvez développer cette idée dans le rasisme? Bien, donc ça relève de 4e théorie politique que nous élèverons ensemble avec Alain Desbinois, avec les autres intellectuels européennes, russes et les autres. L'idée est suivante. Toutes les formes politiques de la modernité ont créé les constructions, les sujets de leur forme, de leur idéologie. C'est individu pour le libéralisme, la classe pour les marxistes, l'État-nation pour les fascistes et la race pour les national-socialistes. Ce sont les créations artificielles de ce qui est le sujet. Si on compare ça avec ce que a dit Martin Heidegger sur ontique et ontologique, on peut appeler ces sujets-là comme les constructions ontologiques qui étaient construites sur la base de quelques présences, de quelques phénomènes qui n'étaient pas encore définis. Et sur cette chose indéfinissable était construite classe, individu, race, état-nation, citoyenneté, etc. Si donc tout ça c'était détruit en faveur de l'individualité. Donc c'est la seule construction de sujet qui reste aujourd'hui dans la modernité politique, c'est l'individu qui se libère de toutes les formes de participation collective, par exemple la guerre des libéraux contre, pour gender contre les sexes. Ça signifie aussi le désir de se débarrasser de toutes les formes d'identité collective. Parce qu'on est individu et rien de plus, n'est pas ni femme ni l'homme, ni famille ni rien, mais l'individu qui est équivalent de soi-même et rien d'autre. On va progresser dans ce sens pour se débarrasser de l'identité humaine, parce que l'homme c'est aussi appartenance collective. Finalement, donc c'est l'individualisme qui a vaincu, et cette forme de l'ontologie, comme construction basée sur la présence indéfinie, en quelque sorte englobe classe, race, État-nation, dans la forme de la politique moderne de type qui était imposée comme la norme. Qu'est-ce qu'on peut, en combattant le libéralisme, proposer comme l'alternative du sujet idéologie politique? Deuxième idéologie politique a choisi classe, troisième race et État-nation. Ce que je pense et que nous pensons, les partisans de 4e théorie politique ou de la 4e voie, nous pensons qu'il faut revenir aux sources, à la base sur laquelle les autres formes ontologiques du sujet étaient construites. Et c'est la base être là. C'est la présence humaine dans le monde. C'est donc ce que nous proposons, c'est construire la politique existentielle sur la base d'être là. Donc, quelque chose est là. L'être là est. Donc, il y a certaines présences humaines ici, et c'est la présence bien concrète, et non pas construction. Et nous voulons créer la politique basée sur l'être là, contre
les formes, disons, contre les constructions artificielles ontologiques. Donc c'est antique contre ontologique ou fondamentale ontologie politique. Heidegger appelait ça fondamentale ontologie. Contre ontologie, disons, historique, philosophique, et c'est politiquement, ça veut dire que nous devons introduire l'autre vision du sujet central de la politique. Et je crois que parce que être là au Dasein dépend dans une certaine mesure de la culture, ou plutôt la culture dépend du Dasein, parce que les différents Dasein créent les cultures différentes. Je crois que cette multitude des Dasein, ou pluralité des Dasein, nous donne la base philosophique et idéologique de multipolarité au sens métaphysique. Parce qu'on doit créer tant des formes politiques combien il y a des Dasein, il y a l'être là. Parce qu'il y a l'être là chinois, russe, français, européen, américain, africain, musulman, arabe, etc., etc. Donc, on ne doit pas créer la forme politique universaliste en proposant une seule abstraction ontologique artificiellement créée comme les libéraux le font, mais en attaquant l'individualisme de tous les côtés, en se débarrassant de cette conception, de cette création de sujets politiques modernes qui résulte dans l'individu, qui englobe les autres formes d'abstraction de la politique moderne en soi. Je crois qu'en attaquant cet individu, on doit proposer la pluralité des formes politiques, de la politique existentielle, qui peuvent être totalement différentes chez les Arabes, chez les Européens, chez les Russes, etc. etc. C'est cette pluralité des êtres-là, des Dasein, qu'on doit affirmer. Et on peut construire sur la base de cette fondamentale ontologie qui jamais ne rompt pas les liens avec la présence de l'être là, donc avec l'existence authentique de l'homme dans le monde. On doit construire en ne rompant jamais les liens directs, les formes politiques, parce que on peut continuer d'utiliser un langage heideggerien en utilisant aussi, en évoquant les idées l'être avec, l'être dans le monde, l'être en souci pour les autres, en créant les sociétés et les visions de la cité comme du politique, en basant sur Dasein et toujours en vérifiant les liens s'ils ne sont pas rompus. Donc c'est en quelque sorte l'invitation de penser politique totalement autrement que la modernité l'a fait. Donc c'est l'invitation d'aller au-delà de la modernité politique pour imaginer la politique autre, la politique existentielle, au-delà des formes artificiellement construites, au-delà de l'ontologie moderne du sujet. On peut dire que l'eurasisme, enfin le projet de l'eurasisme, c'est le réenracinement spirituel et métaphysique des peuples. En fait. Oui, absolument, parce que finalement, dans dernier compte, l'être là coïncide avec l'essence du peuple. Donc c'est ce qui fait peuple, ce qui fait peuple lui-même, c'est l'être là, et non pas les résultats de son activité même historique, parce que il y a toujours quelqu'un qui fait, quelqu'un qui vit, quelqu'un qui est. C'est le Dasein, c'est l'être là, qui crée tout l'autre. Et tout l'autre, ce n'est que, disons, les choses secondaires, ce qu'on doit non pas défendre les valeurs, mais l'origine des valeurs, l'instance qui
qui fait les valeurs, qui crée les valeurs, et c'est l'essence du peuple ou sa dimension existentielle. Donc c'est en quelque sorte, absolument, c'est la défense du peuple, mais défense du peuple non pas dans l'état actuel, ou dans l'état historique, mais défense du peuple dans l'état essentiel, éternel aussi, parce que ce qui est toujours. Heidegger toujours disait, ce qui était et sera, mais ce qui est passager, est passé, et considérer le temps essentiel, ontologique, le temps comme l'être, et le temps comme quelque chose passager. Passer, c'est la métaphore venir, aller, au à venir, à venir. Donc, il y a certaines différences entre ce qui était et le passé, ce qui sera et ce qui est à venir. Parce que ce qui vient, c'est toujours passager. Et ce qui est toujours. C'est donc, on doit repenser la politique dans les termes fondamentaux de l'ontologie heideggerienne pour organiser la révolte existentielle, parce que ça sera aussi non seulement résistance, mais la révolution d'être là, contre les formes d'aliénation dans les constructions artificielles. Et aujourd'hui, c'est à mon avis, le sens de cette révolution existentielle se trouve dans disons, l'attaque contre l'individu. L'individu doit être aboli. Aucunement l'individu ne peut pas exister parce que c'est absence d'existence représentée comme le non. Parce que qu'est-ce que c'est l'individu selon la philosophie de Heidegger? C'est das Mann. C'est das Mann, c'est quelque chose qui se considère unique, mais qui est la série parfaite. C'est quelque chose qui se répète toujours, mais qui se considère unique, finalement, originel, incomparable, etc. Mais c'est le produit de fabrique. C'est le standard. Oui, absolument standardisé. C'est das Mann. Donc, quand on attaque un individu, on attaque das Mann au nom de l'être là authentique. Donc on peut dire les mondialistes, ils veulent nous faire vivre dans un éternel présent, de cette manière, et nous on cherche une éternelle présence, c'est-à-dire d'être à nous-mêmes. Ils veulent nous émerger dans l'éphémère, dans ce qui passe. Ce qui passe, mais qui se passe maintenant, parce que le passé n'existe pas, mais ce qui est passager n'existe pas non plus. C'est le maximum d'illusion. Ce qui est, c'est le contraire à ce qui passe. Donc nous devons découvrir dans l'instance la dimension de l'éternité, et à partir de ça, on peut fonder la politique tout à fait révolutionnaire. On finira là-dessus, et c'est un peu le message que nous a laissé aussi Dominique Vénère quand il parle de la seconde ultime où tout se joue pour le destin de l'homme. Oui, je tiens en très grande estime les idées de Dominique Vénère. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on peut finir l'entretien là-dessus. Merci. Merci à vous surtout.